Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de l'accord de paix signé dimanche 4 juin à Tondikiwindi par les différentes communautés du département du Walam, région de Tillabéri. Ensuite, nous parlerons du forum inaugural sur l'engagement du secteur privé dans la Grande Muraille Verte, ouvert lundi à Niamey. L'actualité, c'est aussi ce forum international sur l'espace civique organisé par l'association Tournons la page à Niger du 2 au 4 juin passé. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Memouna Diado, journaliste indépendante. Memouna Diado, bonsoir. Bonsoir. Garé Amadou, directeur de publication du journal Canara Déchaîné et au quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir. Et Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Hassan Boukar, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 9 juin par l'accord de paix signé entre les différentes communautés du département de Walam dans la région de Tillabéri. Ainsi, ces communautés ont signé un accord de paix dimanche 4 juin dans la localité de Tondikiwindi. Il s'agit du premier accord de ce genre dans le département de Walam où la pression des groupes armés alimente les tensions communautaires. Maimouna Diado, avez-vous d'autres informations ou d'autres précisions au sujet de cet accord de paix signé entre les différentes communautés du département du Walam? Je ne peux pas dire que j'ai d'autres, en tout cas, nouvelles concernant l'accord de signature entre les communautés intervenues donc à Walam, comme vous l'avez précisé, à Tondikiwindi, comme vous l'avez précisé. Mais je sais que c'est pas la première fois, en tout cas dans cette partie de Walam, où il y a eu signature d'accord. Maintenant, vous avez vu comment les choses se sont passées. C'est vraiment toutes les communautés étaient présentes, en tout cas représentées. Et ces communautés ont jugé que... Il y avait le ministre de l'Intérieur, qui le était, représentant de l'association des chefs traditionnels ils étaient du Niger. tous présents là-bas. Donc, ça veut dire que en fait, c'était vraiment une confiance renouvelée et qu'il fallait partir de ce constat-là pour dire que véritablement, si les acteurs ont décidé de s'unir, ont décidé de par cette insécurité qu'il faut renforcer la cohésion sociale, moi je me dis que c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est de suivre, de poursuivre les objectifs qui restent à poursuivre. C'est quoi? C'est de ne pas faire une signature de protocole d'accord et qu'il y ait violation de quelque part de ces mêmes communautés. Donc, il faut veiller. C'est ça qu'il faut nécessairement faire, quoi. Donc, le il y a eu des précédents dans d'autres localités. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a eu, ça ne fait pas quelques mois de cela, nous avons assisté à une signature d'accord, la même chose que ce qui s'est passé à Tondikiwindi. Mais j'ai dit, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est une très bonne chose parce que c'est une zone à conflit et c'est une zone aujourd'hui qui a besoin de cohésion sociale. C'est une zone où les communautés doivent s'unir pour pouvoir vaincre cette insécurité. Les djihadistes qui sont en train de s'aimer le désordre au niveau de cette partie de Walam. Et je dis qu'il faut le suivi. Ce n'est pas la signature aujourd'hui, mais c'est le suivi pour que chacun de ces signataires-là qui ont mis, en tout cas, qui ont imposé leur signature sur le document, qu'il n'y ait pas de violation. Que chacun de ces communautés respecte, en tout cas, en bonne et due forme, les consignes et les engagements et les consignes qui se sont donnés. Donc c'est ça en fait. Merci beaucoup Maimouna Diado, Garé Amadou. Des discussions étaient amorcées depuis plusieurs semaines avec la facilitation de la haute autorité à la consolidation de la paix ainsi que le Centre pour le dialogue humanitaire HD. Les communautés arabes, Peul, Zarma et Touareg ont signé ce document.
Que peut-on comprendre au sujet de l'insécurité dans le département de Wallam? Ouais, il faut ajouter que si ces accords ont été signés, c'est parce que l'actuel ministre de l'Intérieur est quelqu'un qui s'est impliqué dans des processus de ce genre-là pour amener les communautés à s'accepter entre elles. Vous savez, il y a eu déjà un événement de ce genre, comme Mohamed l'a rappelé, notamment au niveau de Bani Bangou l'année dernière, où des accords ont été signés entre les communautés. Parce que pourquoi c'est bon de signer ces accords entre les communautés? C'est très simple. Vous savez, les groupes terroristes qui sévissent dans la région ont tendance à profiter des communautés, à chercher à créer la zizanie entre les communautés. Et parfois, suite à des attaques, les ressentiments de certaines populations, le fait que les groupes terroristes ont une composante à forte, en tout cas densité, d'une communauté bien précise, ils ont tendance à faire de l'amalgame, à considérer que non, c'est la communauté là qui attaque les gens, alors qu'il faut faire la part des choses. Alors qu'il y a toutes les communautés. Et puis il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que c'est pas tous les habitants, toutes les populations qui appartiennent à cette communauté qui sont des terroristes. Il y a des terroristes qui appartiennent à cette communauté, il y a des terroristes qui appartiennent à une autre communauté. Mais ça ne veut pas dire que c'est la communauté. Et les gens ont tendance à faire de l'amalgame. C'est pourquoi je dis, ce type d'accord signé entre les communautés, ça permet de ramener la sérénité et que les gens aient les têtes sur les épaules et puis vraiment les pieds sur terre, se disent que bon, quand il y a une attaque, c'est vrai qu'on peut considérer que le groupe qui a mené cette attaque-là est composé à forte majorité de la population de telle communauté, mais ne faisons pas la confusion. Ce ne sont pas toutes les communautés qui sont, les populations de cette communauté-là qui sont dedans. La preuve, c'est que parfois, ce sont les populations de ces communautés-là qui sont victimes des attaques terroristes. Oui, mais Maimouna a rappelé tout de suite qu'il faut nécessairement un suivi régulier de cet accord-là. Oui, comment organiser ce suivi-là? Jusqu'à preuve du contraire, on peut dire que ça se passe très bien parce que concernant les accords de Bani Bangou, on a constaté quand même qu'il n'y a pas eu de remise en cause. Et les conflits intercommunautaires ont un peu baissé. Parce que vous savez, au niveau de Bani Bangou, à un certain moment... Même les attaques ont baissé d'intensité. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, quand les attaques avaient lieu avec une recrudescence qui était extrême, n'est-ce pas, les populations ont commencé à s'armer. Il y a eu des milices qui ont été formées. Et on a vu que les conséquences de la mise en place de ces milices-là étaient catastrophiques, voire désastreuses sur le plan des droits humains. Il y a eu des représailles contre des communautés. Et donc, depuis que ces accords-là ont été signés, heureusement, on voit qu'il y a une sorte d'accalmie, n'est-ce pas? Pourquoi c'est bon d'avoir ces accalmies-là? Il y a deux avantages. Ça permettra peut-être aux populations, aux communautés de plus collaborer avec les FDS dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, n'est-ce pas? Et ça permettra maintenant d'empêcher à ce que les groupes terroristes puissent continuer à recruter au sein des populations. Il y a aussi les travaux champêtres qui vont démarrer qui vont démarrer. Vous savez, l'éternel problème entre agriculteurs et éleveurs peut survenir. Mais ce type d'accords qui sont signés sous les auspices, bien sûr, de la haute autorité à la consolidation de la paix, le ministère de l'Intérieur et toutes les sensibilités qui peuvent participer. Le centre de dialogue humanitaire. Eh bien, ce type d'accords sont extrêmement importants pour la stabilité sur le plan national. Merci beaucoup, Gary Amadou. Hassan Boukar, par cet accord, les communautés de Wallam s'engagent à résoudre leurs différends par la conciliation. Peut-on espérer la fin définitive de l'insécurité dans cette partie de la région de Tillabéri? Parler de fin définitive de l'hostilité, c'est peut-être tôt pour en parler, mais je pense que c'est déjà un pas important pour moi que des communautés acceptent de dire, parce que là, moi, j'ai parcouru l'accord et ces communautés disent que pour nous, ce n'est pas le dialogue qu'on peut régler le conflit. Et ça, je pense que c'est déjà un pas important. Dire que ce n'est pas le dialogue qu'on peut régler les conflits, c'est extrêmement important. Puis j'ai vu qu'ils sont arrivés à des choses très concrètes. Par exemple, l'accès au marché. À un moment, c'était difficile selon que telle ou telle communauté est accusée. Et les gens s'affrontaient sur le chemin de marché, qui sont des lieux sensibles en milieu rural. Et donc là, aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut que toutes les communautés puissent librement accéder, n'est-ce pas, au marché. Puis, ils prennent d'autres décisions qui sont, à mes yeux, vraiment importantes. Par exemple, ils disent, tous ceux qui souffrent de vol, par exemple, vous avez du bétail volé, à partir de cet accord, on ne réclame plus ce qui a été volé avant, mais de veiller à ce qu'il n'y ait plus de vol. Et si des cas de ce type arrivent, c'est de faire appel au FDS, de faire appel aux autorités compétentes. Voilà, c'est vraiment les bases pour dire tous les conflits qu'il y a entre communautés, ça c'est à notre portée de dire on va le régler. Et les communautés appellent les groupes armés à respecter cette entente entre communautés. Alors voilà un espace où pendant longtemps les groupes armés ont exploité les conflits,
les différends entre les communautés. Désormais, les communautés s'entendent pour dire, nous, on veut régler de façon pacifique nos différends, on veut que les autres respectent. Et il appelle l'État vraiment à appuyer cette attente. Donc, pour moi, c'est vraiment une base assez intéressante. Garé l'a rappelé autour de Bani Bangou, où il y avait eu déjà des cas, mais aussi au Mali. Je pense que dans le centre du Mali, à un moment, il y a une telle entente entre communautés et ça a facilité le déplacement. Donc, peut-être qu'on va assister à une situation où la solution va venir des communautés. On voit le rôle joué par les États, le rôle joué par une institution comme la haute autorité, qui est déjà, c'est vrai, il faut le dire, impliquée là. On a fait appel parfois à des forces étrangères, mais on voit qu'il y a peut-être des ressources locales qu'on a peut-être négligées et qui font surface aujourd'hui. Il faut donc bien surveiller ce type d'initiative, que ce soit ici chez nous ou dans les pays voisins. Ça permet de dire c'est peut-être une bonne piste. Lorsque les communautés arrivent à s'entendre, parce que tout laisse croire que ces groupes recrutent massivement dans chaque communauté pour tirer profit des différends qu'il y a déjà au niveau local. Donc, dès lors que les communautés disent, écoutez, on a vécu en symbiose pendant longtemps, on est resté ensemble, il y a certes des différends, on n'est pas obligé de prendre les armes pour faire face à ces conflits. À mon avis, c'est vraiment des démarches assez intéressantes. Il faut bien surveiller. Et pour le suivi, je pense qu'ils ont mis en place un comité où toutes les communautés sont représentées au sein du comité. Et le rôle du comité, c'est justement de veiller au respect de cet accord. À mon avis, ça ressemble à quelque chose qui est assez bien réfléchi. C'est vrai que des centres comme HD, sur le dialogue humanitaire, que j'ai vu déjà dans la région de Difa, ils sont assez actifs, ils ont aussi une expérience. Et même dans les régions du Mali, du Burkina Faso. Je veux dire, ils ont une expérience de ce type de situation. Je pense que leur expertise a dû peser dans ce type de situation. Voilà, je pense qu'il faut surveiller, il faut que l'État accompagne. On a vécu des situations extrêmement difficiles. S'il y a une porte, une solution, il faut vraiment la saisir, renforcer ce qui est déjà fait. Pour moi, vraiment, cet accord, c'est déjà une base à partir de laquelle on peut continuer à conquérir la paix. Donc, c'est déjà bien. Je pense que le plus difficile, en particulier dans cette zone ouest, la zone des 3 frontières, c'est le fait que les conflits entre communautés aient été attisés avec ces groupes rebelles. Donc aujourd'hui, je pense que si les communautés s'entendent, pour moi, c'est une piste à partir de laquelle on peut aller plus loin. Merci beaucoup Hassan Boukar. Maimouna Diado, tout à l'heure, Hassan Boukar disait qu'il est très tôt de parler de la fin de l'insécurité dans le département de Oualam à travers la signature de cet accord. Comment rompre définitivement avec cette insécurité qui endeuille de nombreuses familles dans ce département? Mais il a raison de dire que c'est très tôt pour que nous puissions dire que de par cet accord, signature de cet accord, qu'on peut mettre fin à cette insécurité, puisque maintenant déjà que les communautés ont décidé de rester et de s'unir, ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être même si ça ne finit pas, ça peut quand même diminuer. Parce que ce sont ces jeunes-là, de ces communautés-là, qui sont en tout cas enrobés dans cette situation de djihadisme. Et de la signature de en tout cas, l'accord qui vient d'être signé permettra donc à ces jeunes de se ressaisir et à ces communautés également de savoir que la solution reste donc de notre côté. Donc c'est à nous de savoir maintenant comment est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir éradiquer cette situation d'insécurité. Et je pense que également avec le soutien du ministère de l'Intérieur, le soutien des chefs traditionnels qui sont dedans, déjà impliqués pour que la paix revienne au niveau donc, du département de Oualam, avec les jeunes. Il ne faut pas laisser aussi de côté les structures des jeunes, parce que les structures des jeunes aussi, des femmes aussi jouent des rôles très importants quant à le retour donc, de la paix. Donc je pense que aussi, c'est vraiment, nous souhaitons, tout ce que nous pouvons dire, c'est de souhaiter que la paix revienne très rapidement, et non pas seulement dans le département de Oualam, mais la même initiative qui a été en tout cas pour Tondikwindi et pour Bani Bangou, que ça sert de leçon également pour les autres départements et communes de la région de Tillabéri. Pourquoi pas? Parce que en fait, il faut regarder ces communautés, il faut essayer de voir
si on arrive aujourd'hui dans le département de Walam à s'unir, à faire en sorte que la paix revienne de ce côté, mais pourquoi dans le département de Terra, par exemple, dans l'Anzourou, on ne peut pas faire ce genre d'initiative, rapprocher ces communautés pour leur dire que nous sommes ensemble, nous devons rester ensemble parce que l'insécurité nous a trouvés ensemble et on n'a pas en tout cas droit à ce que cette insécurité nous divise, parce que c'est en train de diviser ces communautés, et quand on indexe X ou Y pour dire que c'est cette communauté qui est à la base de l'insécurité, donc c'est déjà grave. Vous avez vu comment les choses se sont passées au niveau donc de Ayoru, vers Ayoru, où des populations étaient contraintes de quitter cette zone-là parce que tout simplement leurs communautés ont été indexées et c'est pas bon. Merci beaucoup. Garo Amadou, vous avez quelque chose rapidement? Il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Je suis d'accord avec Abba. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que parce que tout simplement il y a eu des accords entre les communautés que le terrorisme va finir. Il ne faut pas faire de confusion. Il y a la vie entre les communautés, il y a les groupes terroristes. Est-ce que vous comprenez? Les groupes terroristes, eux, ils exacerbent les tensions intercommunautaires qui existaient déjà. Maintenant, ces accords-là vont permettre d'alléger un peu la tension. Vous comprenez? Ça va diminuer la tension. Mais pour que le terrorisme puisse finir, il faudrait soit le vaincre de façon militaire ou peut-être mettre en place un dialogue avec les terroristes. Mais est-ce que nous sommes prêts à mettre en place un dialogue avec les terroristes? Est-ce que les terroristes veulent dialoguer? Voilà toute la problématique. Rapidement, c'est un appel. Dans l'accord, les communautés appellent l'État à dialoguer. Voilà. Voilà. Ça veut dire qu'elles perçoivent bien la nécessité de continuer. Maintenant, est-ce que les groupes terroristes sont prêts à faire ça? Oui. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont enrobés dans cette situation de djihadisme et tout. Donc, si les communautés qui viennent aujourd'hui, qui ont signé l'accord donc de Tonti Kiwindi, qui ne sont pas des terroristes. Non, qui ne sont pas des terroristes. Voilà, mais aujourd'hui, ça permettrait à ces communautés-là de savoir que de sensibiliser les jeunes à ne plus jeunes à revenir. À ne plus être enrôlés. À ne plus être enrôlés. Voilà, c'est ça aussi. Et ça aussi, ça peut aider l'État. Ça peut aider l'État et ça peut amoindrir cette situation d'insécurité. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse, un forum inaugural sur l'engagement du secteur privé dans l'initiative de la Grande Muraille Verte s'est ouvert lundi 5 juin à Niamey sous la présidence du chef de l'État Bazoum Mohamed, avec pour thème créer des marchés et restaurer la terre au Sahel pour les populations et la planète. Ce forum est organisé par la Fondation Issoufou Mahamadou FIM en partenariat avec le gouvernement du Niger et d'autres partenaires. Gary Amadou, quels sont les principaux résultats attendus à l'issue de ce forum? Oui, les résultats attendus, je crois que les résultats seront déclinés dans ce qu'ils appellent la déclaration de Niamey. Vous avez participé à ce forum? Je n'ai pas participé, j'ai couvert l'ouverture du forum parce qu'il faut pas. Voilà, je ne suis pas participant. J'ai couvert en tant que journaliste l'ouverture du forum. Mais il nous a été dit que le forum va accoucher d'une déclaration, dite déclaration de Niamey, et qui doit mettre en tout cas sur pied la stratégie globale afin que la Grande Muraille Verte puisse vraiment être effective. Parce que vous savez, il y a des contributions financières qui sont attendues, n'est-ce pas, des bailleurs de fonds qui ont promis. Mais là, c'est l'implication du secteur privé. À travers quoi? À travers des initiatives locales qui peuvent permettre d'entrer dans le cadre de cette stratégie globale de la Grande Muraille Verte. Moi, juste hier, nous étions au niveau de Koigolo, où nous sommes partis visiter. Dans la région de Dosso. Nous sommes partis à Koigolo, justement, avec quelques participants. Et nous avons vu des installations qui émerveille les Nigériens. C'est-à-dire que c'est au niveau de la localité qu'on appelle Safa. Un Nigérien a mis en place plusieurs hectares où il a planté des choses, mais c'est extraordinaire. Il a planté des arbres, il a planté comment on appelle, le moringa, et sur un autre espace, il a créé, non seulement il a planté des arbres fruitiers, tout, et puis il a créé une sorte de site de pisciculture où il élève les poissons. C'est-à-dire que c'est inconnu du public.
Nous étions émerveillés. Bon, donc la Grande Muraille Verte, quand elle parle de l'implication du secteur privé, c'est pour que des initiatives de ce genre-là, comme l'initiative de Amana Agro, qu'on a vu au niveau de Tienta Baladen, où un grand complexe agro-industriel a été installé. Donc c'est dans ce cadre-là. Parce que la Grande Muraille Verte, au début, les gens pensaient que c'est juste planter des arbres sur des dizaines de milliers de kilomètres. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire c'est créer une sorte d'économie, une sorte d'espace vital autour des zones qui sont extrêmement touchées par le terrorisme, par les changements climatiques, et créer des espaces qui peuvent permettre de revigorer cet environnement-là. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et donc des initiatives de ce genre, comme ce qu'on a vu à Safa, comme ce qu'on a vu au niveau de Chitabaye. Mais comment convaincre les investisseurs nigériens à s'intéresser Mais justement, c'est par l'émulation. Quand on voit ce qui se passe à Safa, quand on voit un Nigérien qui, dans le silence absolu, sans tapage, qui n'a jamais cherché à méditer, mais vous savez, le monsieur a installé des lampadaires solaires sur toute la route. Il a mis en place une voie latéritique. C'est la nécessité de gros moyens. Mais il a mis en place une voie latéritique. Je vous dis, dans le silence, nous on était émerveillés. Il a construit une mosquée, il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait. Et dans le silence, sans chercher à se faire de la publicité, sans chercher à montrer au monde, oui, j'ai fait ceci. Vous savez, il y a des gens, quand ils font des choses, ils veulent que tout le monde le sache. Lui, non. Mais quand on a vu le complexe, je vous dis, c'est 22 hectares, où il a planté du moringa à perte de vue. Mais vous serez épaté. Selon vous, c'est un bon exemple qu'il faut Mais copier. justement, c'est susciter l'émulation. Vous voyez? C'est-à-dire qu'avoir de l'argent déposé à la banque, ça ne sert à personne. Peut-être ça va vous servir à vos enfants, parce que le jour où vous allez casser votre pipe, vos enfants vont prendre l'argent et puis ils vont dépenser. Mais quand vous investissez dans des trucs qui peuvent permettre à la communauté de profiter, c'est encore plus formidable, et vous faites ça pour l'éternité. Okay. Merci beaucoup Gary Amadou. Hassan Boukar, adopté par l'Union africaine en 2007, l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel rassemble plus de 20 pays africains ainsi que des organisations internationales, des instituts de recherche, la société civile et des organisations communautaires. Comment expliquer cette léthargie toutes ces années durant? Je pense que c'est un investissement dont les résultats sont à long terme. Il s'agit aujourd'hui de planter des arbres, je crois, les entretenir. Voilà, du Sénégal jusqu'à Djibouti. Je pense que c'est l'espace qui a été choisi de façon à agir sur l'environnement, sur les questions du changement climatique, faciliter l'installation des communautés dans des zones qui ont été affectées, etc. Donc c'est un projet vraiment du siècle, comme on le dit, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais est-ce que l'Afrique a les moyens de s'offrir ce luxe-là? Prenez le cas d'un pays comme le Niger. Nous avons un pays qui est affecté par le désert sur les 3/4 de son territoire. Le fait qu'il y ait une concentration de population sur le dernier quart, ça pose aujourd'hui beaucoup de défis. Le problème, c'est l'accès aux ressources naturelles, les conflits entre l'agriculture et l'éleveur. Lorsqu'il y a une concentration sur peu de territoires, ça pose forcément des défis. Il y a des années où on travaillait dans l'avancée du désert. On disait chaque année le désert avançait de 5, de 6 km, etc. pour attirer l'attention de l'opinion. Ce discours, j'ai l'impression qu'il a beaucoup disparu. Or, aujourd'hui, pour des pays comme les nôtres, vraiment affectés par l'avancée du désert, et les effets du changement climatique, je pense que ce projet est important. Nous devons être, à mon avis, les pays qui plaident pour une forte mobilisation autour de ce projet. Maintenant, pourquoi ça n'avance pas? Il semble qu'à peine autour de 18% d'exécution, donc ça montre que c'est faible. Depuis 2007. Voilà, mais je pense qu'il y a aussi l'urgence auquel les pays font face. Cet espace aujourd'hui, quand vous parlez du Sahel, tout le monde voit les conflits. On pense qu'aujourd'hui, investir dans la lutte contre le terrorisme, sécuriser les États et les populations, sûrement que beaucoup de gens le placeraient avant ce projet-là. Il y a donc les urgences auxquelles les pays font face, les crises alimentaires, etc. etc. Donc, on veut résoudre le problème tout de suite, quoi, et là, avant de penser à demain. Bon. Mais les deux doivent être faits ensemble, à mon avis, parce que investir aussi dans ce projet, ça permet de sécuriser, normalement de lutter contre l'insécurité alimentaire, de fixer les populations sur place, peut-être aussi de contribuer davantage à la lutte contre le changement climatique. Mais encore une fois,
Je pense que quand je compare la région Afrique à d'autres régions du monde, on n'a pas encore suffisamment travaillé l'esprit en faveur de la protection de l'environnement, la protection du climat, contre le changement climatique, etc. Vous voyez, en Occident aujourd'hui, vous avez une opinion assez forte qui s'exprime lors des élections avec des ONG très actives qui poussent les États à prendre des mesures. Je pense que pour l'instant, ce type d'opinion est à construire encore en Afrique. On n'est pas arrivé à le faire. Et pourtant, la réalité est bien là. On a quand même besoin de poser des mesures qui protègent l'environnement, qui permettent de freiner l'avancée des déserts, qui permettent un peu de lutter contre le changement climatique. Je pense qu'en Afrique, parfois, ça prend l'allure d'une question vitale, parce que nous sommes quand même les grandes victimes ou les grandes victimes du changement climatique. On doit donc travailler à ce que, à travers les initiatives africaines, contribuer à freiner l'avancée du climat pour le bien des populations africaines. Mais encore une fois, je suis d'accord, peut-être qu'on devait davantage travailler, accélérer. Le défi, quand vous faites face à plusieurs situations à la fois, on a l'impression qu'il y a plus d'urgence. Sauf que ça se dégrade, ça continue à se dégrader, donc l'environnement. À mon avis, il faut pouvoir travailler ensemble de façon à donner à chaque défi la place qu'il mérite pour aller de l'avant. Merci beaucoup Hassan Boukara Memouna Diado. La Grande Muraille Verte est le programme phare du continent africain pour combattre le changement climatique. Hassan Boukara l'a rappelé tout de suite. La désertification, l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Et quelles sont les attentes des populations concernées sur place ici? Les attentes des populations concernées, il faut d'abord souligner que c'est une très belle initiative. Parce que la Grande Muraille Verte, si nos chefs d'État ou bien si nos pays africains arrivent en tout cas à concrétiser ce projet, il y aura déjà la création de plusieurs emplois. Les jeunes vont se retrouver, les femmes vont se retrouver. Donc, ça veut dire que d'ici l'horizon 2030, comme ils l'ont souligné, il y aura une création de plus de 10 millions d'emplois. Mais est-ce que la population est assez sensibilisée pour accompagner les États? La population sera sensibilisée parce qu'ils ne vont pas faire un projet d'une grande envergure comme ça et ne pas pouvoir sensibiliser la population. Et la population est déjà impliquée du moment où déjà le projet vise beaucoup de choses pour ces populations, à lutter contre la désertification, les changements climatiques, à faire en sorte que nos pays africains aujourd'hui puissent s'autosuffire en alimentation. Je pense que déjà les populations concernées sont déjà impliquées. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est la phase, peut-être ça, il y aura une phase qui va venir où ça sera la phase de sensibilisation, la phase d'aller vers la création de ces emplois-là pour ces jeunes et pour ces femmes, comme je viens de le dire à l'instant. Et je pense que c'est une solution puisque aujourd'hui, tout le monde sait dans quelle situation se trouvent nos pays africains. Donc là, c'est quelque chose qu'ils se sont concertés et il faut que tous ces pays africains-là se lèvent pour dire que c'est un projet, c'est pas pour X, c'est pas pour Y, mais c'est pour en tout cas sauver l'Afrique. Et quand je dis c'est pour sauver l'Afrique, parce que le changement climatique est là, de toutes les manières, ça concerne tout le monde et nous sommes en train de voir déjà la situation, de vivre déjà cette situation de changement climatique. Aujourd'hui, quand vous regardez, nous sommes déjà en juin, mais jusque-là, la saison pluvieuse, les pluies se font rares. Les pluies se font rares. Jusque-là, il fait encore plus chaud. Il fait encore plus chaud et ça, c'est les effets déjà du changement climatique. Et maintenant, il y a cette situation de sécuriser l'alimentation, de faire en sorte que nos pays africains puissent vivre de ce qu'ils sont en train de cultiver. Ils sont en train, en tout cas, de par ce projet-là, initié. Parce que comme le Niger a 3 N, bien que les Nigériens, certains disent que 3 N, bon, ça n'a pas encore donné ses fruits, bien que ça fait longtemps que ce projet-là existe. Mais je pense qu'ils vont renforcer la capacité de l'exemple de 3 N qui pourront servir, l'exemple pourra servir donc à d'autres pays africains. Pourquoi pas? Mme Diado, la cérémonie de lancement de ce forum d'échange a rassemblé de nombreux acteurs du secteur privé, mais aussi nationaux qu'internationaux. Y a-t-il des opportunités d'affaires à
à travers l'initiative de la Grande Muraille Verte. Mais oui, il y a les opportunités d'affaires parce que pour un tel projet, on ne peut qu'amener, en tout cas les investisseurs, sur la table pour pouvoir leur dire voilà ce que nous pouvons faire ensemble. Voilà les opportunités qui s'offrent à vous. Venez prendre ces opportunités-là. Est-ce que cela ne nécessite pas un accompagnement du gouvernement? Mais bien sûr que ça nécessite un accompagnement du gouvernement. C'est un projet, mais ça nécessite aussi l'accompagnement du gouvernement. Mais au-delà du gouvernement, déjà, nous avons déjà des ONG qui sont dans, qui en tout cas exercent dans le changement climatique, dans l'environnement. Il y a l'AFD qui accompagne déjà l'État par rapport à ça. Donc il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup aujourd'hui d'ONG et beaucoup de partenaires financiers et techniques qui croient en tout cas à cette initiative de la Grande Muraille Verte. Merci beaucoup, Mme Gado. Allez-y, je voulais dire, en fait, ce que je voulais dire, c'est que cette Grande Muraille Verte-là, c'est vrai que c'est une initiative africaine parce qu'à l'origine, on a parlé du président Olusegun Obasanjo et de Abdoulaye Wade qui avait déjà émis l'idée de cette Grande Muraille Verte-là. Bon, après, maintenant, ça a été repris par Issouf Mahamadou, qui est considéré comme le champion dans le domaine de la promotion de la Grande Muraille Verte. Mais il faut dire que, même si c'est une initiative africaine, c'est quand même de portée planétaire. Et pourquoi je le dis? Parce que l'Afrique ne vit pas sous serre. Donc, le changement climatique, la lutte contre le changement climatique en Afrique a des conséquences aussi sur le truc, parce que le globe c'est tout petit en fait. On est sur la même planète. Donc, les effets, si on peut lutter contre le changement climatique, tout le monde va en bénéficier. Parce qu'en fait, c'est un grand village de le côté. Donc, en réalité, c'est un projet qui intéresse non seulement les pays africains qui ont signé pour faire partie intégrante de ce projet, mais que la communauté internationale, les Nations Unies sont intéressées parce que c'est vraiment une idée novatrice qui peut permettre peut-être de changer. Il y a de cela quelques années, la France avait annoncé sa contribution à hauteur de 12 millions d'euros. Justement, le problème aujourd'hui, parce que j'ai cru comprendre lors de l'ouverture, en tout cas des échanges que j'ai eu avec les gens, que le problème de financement est en train de se poser. C'est-à-dire que ce qui a été promis n'a pas été amené. Bien sûr, il y a une partie qui a été amenée, mais ils n'attendent pas que tout soit regroupé pour pouvoir commencer. Déjà, des choses ont commencé à être mises en œuvre. Et concernant la sensibilisation des populations, les populations sont sensibilisées parce que déjà dans nos pays, avant même que l'idée même de la Grande Muraille Verte, le processus qui entre dans le cadre de cette Grande Muraille Verte était déjà enclenché à travers les activités de régénération l'écosystème. Des écosystèmes, n'est-ce pas, des sols qui ont été dégradés, la récupération des terres, etc. En réalité, c'est tout un gros ensemble qui rentre dans le cadre de cette Grande Muraille. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Un forum régional sur la restriction de l'espace civique en Afrique de l'Ouest et au Sahel, organisé par la coalition Tournons la page TLP et Niger, s'est ouvert vendredi 2 juin à Niamey. Pendant 3 jours, plusieurs panels ont été animés par des spécialistes et acteurs de défense des droits humains. Il y avait le cadre légal et institutionnel de l'espace civique en Afrique et au Sahel, le cadre légal et institutionnel de l'espace civique au Niger, l'espace numérique en Afrique de l'Ouest et au Sahel, l'état des lieux de l'espace civique en Afrique de l'Ouest et au Sahel, démocratie et limitation des mandats et comment promouvoir et protéger l'espace civique. Hassan Boukara, en présidant la séance inaugurale, le président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, reconnaît que dans nombre de pays, particulièrement dans les pays où la démocratie est en construction, le maintien de l'ordre et l'ouverture de l'espace civique ne font pas bon ménage. Comment l'expliquer? Je pense que c'est lui qui l'a dit, c'est le président de la Commission nationale des droits humains. Donc, ça montre qu'il y a vraiment un problème sur la question de l'espace civique. Mais je veux dire de façon globale, quand on regarde un peu la région Afrique, l'espace sahélien, il y a quand même beaucoup de défis liés, n'est-ce pas, à l'espace civique qui s'est rétréci. Quand on prend chaque pays, on peut citer des cas. Il y a quelques années, quand la Covid est arrivée, on a vu aussi que ça a été un prétexte
utilisés par certains régimes pour restreindre davantage. C'était des manifestations de rue qui étaient interdites à cause de la Covid, c'était des activités de certains... Voilà, donc je pense que 2-3 décennies après nos séries de conférences nationales, on revient de nouveau à poser la question du rétrécissement de l'espace civique, donc, où la démocratie, là où elle s'est vraiment installée, recule, où elle a du mal à s'installer, à s'enraciner. C'est aussi du recul démocratique. Oui, parce que qui dit l'espace civique, ça renvoie un peu à un cadre démocratique qui permet l'exercice de certaines libertés, de certains acquis, etc., etc. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des situations assez difficiles, par exemple, comme cette situation du Sénégal qui fait l'actualité. Aujourd'hui, on voit vraiment je pense qu'ils ont eu raison de poser un débat sur l'espace civique dans nos pays. C'est un vrai problème. Il faut peut-être encore davantage de lutte des citoyens de nos pays pour imposer les normes. On voit bien que le fait de l'inscrire dans les textes, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que toutes ces libertés, ces droits qui sont demandés aujourd'hui, pour lesquels la société civile se mobilise, dans la plupart des cas, ça est déjà dans la loi, dans le texte. Donc aujourd'hui, c'est le respect qui pose problème. Donc quelquefois, quand on dit la jouissance par les citoyens des droits, n'est-ce pas, des libertés dans l'espace civique, etc., et le maintien de l'ordre ne font pas amener. Parfois, le maintien de l'ordre, c'est juste un prétexte. En fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est l'acceptation des citoyens qui ont des droits, qui ont des libertés et qui l'exercent dans l'espace civique. Donc, je pense que beaucoup de régimes ont encore du mal à l'intérioriser, alors que le cadre légal, le législateur l'a déjà prévu. Voilà, je pense que les libertés, les droits humains, ce n'est jamais un acquis. C'est donc toujours un combat perpétuel pour arriver à l'enraciner, pour arriver. Donc, des aspects comme celui-ci permettent de pointer davantage les insuffisances et d'aller de l'avant. Merci beaucoup, Hassan Boukara Memouna Diado. Dans un contexte de restriction de l'espace civique et d'atteinte à la démocratie, cet événement a vu la participation d'une cinquantaine d'experts et acteurs de la société civile venus de 7 pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Quelles sont les attentes de tous ces participants? Mais ce qui les a réunis d'abord, c'est cette restriction de l'espace civique. Donc ça veut dire que les attentes sont énormes. Ils attendent tout simplement que, au sortir déjà de cette conférence, de ce forum, qu'il y ait des garde-fous. La liberté, mettre des garde-fous d'abord, oui, parce que la Constitution leur donne cette possibilité de manifester, c'est un droit. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de réfléchir. Pourquoi ça ne marche pas dans nos pays? Pourquoi est-ce que jusque-là, on n'arrive pas à ces 10 dernières années ou bien ces 20 dernières années? Pourquoi jusque-là, il y a toujours ces petits problèmes qu'on rencontre? On ne permet pas à ces acteurs qui veulent en tout cas lutter, qui veulent montrer, qui veulent participer au développement de leur pays, on ne leur donne pas la possibilité pour qu'ils fassent ce qui est leur devoir, en tout cas, de rassembler, de montrer et de dire... D'exprimer leur opinion. D'exprimer leur opinion et de dire non quand il faut dire non. Et soutenir quand il faut soutenir. Donc c'est ça les attentes. Les attentes, c'est que ce n'est pas pour rien qu'ils ont réuni les experts. C'est plus d'une cinquantaine d'experts qui étaient là. Chacun de ces experts ont pu expliquer et donner des exemples de violations des droits humains qu'ils sont en train de subir dans leur pays. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il ne s'agit pas d'avoir ça dans les lois, mais il faut essayer de poser aussi des questions et des problèmes, parce que des fois, le message qu'on veut faire passer, c'est pas la manière dont il faut s'y prendre, c'est ça aussi des fois qui n'est pas ça. Et il faut également peut-être essayer de faire comprendre à ces gouvernants que quand on parle d'acteurs de la société civile, il ne faut pas les voir comme des ennemis, il faut les voir comme des partenaires. Parce que quand ça ne marche pas, les acteurs veillent à ce que ça marche. Donc ces acteurs interpellent le gouvernement sur plusieurs questions, en tout cas qui ne marchent pas. Donc ce sont des alliés. Et c'est normal que quand ça ne va pas, que ces alliés-là, que ces acteurs-là sortent pour manifester, pour dire que faites attention, vous êtes en train de violer les droits humains et ce n'est pas bon.
Donc, moi, je pense que si chacun reste à sa place et chacun fait ce qu'il y a lieu de faire, nous n'allons pas nous retrouver avec des acteurs de la société civile emprisonnés, des acteurs de société civile interpellés à tout moment, parce que tout simplement, ils ont donné leur opinion. Merci beaucoup, Maimouna Diado. Gary Amadou, des violentes manifestations ont éclaté la semaine dernière à Dakar, la capitale du Sénégal, et dans plusieurs grandes villes du pays, et suite à la proclamation du verdict du procès de l'opposant Ousmane Sonko, condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse. Quelle est votre opinion au sujet de toutes ces manifestations? Oui, pour moi, ces manifestations-là, elles étaient prévisibles. Mais la violence des manifestations, ça non. Bon, chacun peut considérer que c'est l'autre qui est coupable, mais moi je pense que préserver la sérénité ou la paix au Sénégal, c'est vraiment quelque chose de très important. Surtout que je considère que le président Macky Sall est en plein mandat, il n'a pas fini son mandat, n'est-ce pas? En plein mandat ou en fin de mandat? Non, il est dans son mandat. Voilà, son mandat n'est pas fini. Et il n'a pas annoncé qu'il va faire un 3e mandat jusqu'à preuve du contraire, pour le moment. Bien sûr, les gens lui prêtent l'intention de vouloir... Mais de façon concrète, il n'y a rien qui prouve qu'il n'a pas fait une déclaration dans ce sens-là. Donc, pour moi, ça ne mérite pas que le Sénégal soit mis à feu et à sang dans cette situation-là. Même si je considère que face à la gravité de la situation, il devait sortir pour dire que non, je ne me représenterai pas. Ne vous inquiétez pas. Parce que, rappelez-vous, ce que c'est passé. Issoufou l'a fait. À plus de 2 ans de son mandat. Les gens n'ont pas cru. Issoufou a passé tout le temps en train de dire je ne veux pas me représenter. Les gens disent ah non, c'est comme ça, c'est pour nous endormir. Oui, voilà. Nous, on sait, on connaît comment ça marche. Après, il va venir, il va dire voilà, il va réunir les gens. Mais si Macky Sall ne l'a pas fait, c'est quand même comme ça que Ouattara est passé, c'est comme ça que Alpha Condé. Vous êtes en train de me demander. Vous savez, moi j'en sais quelque chose parce que moi j'ai combattu le Tanzanie et le Tanja. Et donc je sais ce que c'est. Et donc, le 3e mandat, pour moi, c'est une ignominie à laquelle il faut mettre fin. C'est-à-dire que même ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était grotesque. Alassane Ouattara, on modifie, on fait du bricolage et puis on se maintient au pouvoir. Non, c'est-à-dire il faut arrêter cela. Un président vient, il fait un mandat, il fait un 2e mandat, il peut s'en... Vous rappelez-vous ce qu'Issoufou a dit? Issoufou a dit... Il n'y a pas d'homme providentiel. Non, je ne suis pas un homme providentiel. Je n'ai pas le culot de dire que je suis irremplaçable. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire. Macky Sall, tu as fait un mandat, tu as fait un 2e mandat, tu as même modifié pour que le mandat du président soit... Du septennat revient à un quinquennat. Très bien, on applaudit. Mais alors, voilà, tu vas finir ton mandat, sors par la grande porte et vas-y. Bien sûr. Entre-temps, il y a eu ce procès-là contre Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aller dans les salons de massage pour un homme marié. Si tu veux être massé, excusez-moi pour les téléspectateurs que je vais choquer, mais c'est ton épouse qui te masse. Mais la justice a prouvé oui, attends. Il y a un non-lieu. Il y a un non-lieu, c'est vrai. Il y a un non-lieu. La fille était une mineure. À présent, comment ramener... Pour un homme politique, c'est un peu gênant. Comment ramener la sérénité dans ce pays considéré comme démocrate avant les autres en Afrique de l'Ouest? Vous savez, j'ai eu la discussion avec un Sénégalais parce que j'avais fait un tweet dans lequel j'ai dit aujourd'hui, face à la grave situation dans laquelle se trouve le Sénégal, 2 personnes doivent parler. Macky Sall, même s'il n'est pas obligé, face à la gravité de la situation, il doit sortir pour dire « je ne me représenterai pas ». 2e chose, Ousmane Sonko doit appeler au calme. Quelqu'un a dit, le Sénégalais a dit « ah oui, mais Ousmane Sonko qui est séquestré, comment est-ce qu'il peut parler ?» J'ai dit non. S'il dit qu'il veut parler pour appeler au calme, je pense qu'on peut lui ouvrir le micro. Mais si c'est pour venir dire continuez à vous battre, continuez à mourir pour que je puisse être candidat et pour que je sois président un jour, je trouve que ça ne vaut pas la peine. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Maimouna Diado, journaliste indépendante, Gary Amadou, au directeur de publication du Canard déchaîné et au quotidien La Nation, et Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre
l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h samedi, suivez le forum en Hausa et dimanche celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assurée par Amina Hassan, à la réalisation Seini Isaka. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.